Ce qu'il se passe, c'est que nous vivons dans un monde où le débat public a été délocalisé, nous l'avons laissé être délocalisé sur des grandes plateformes de réseaux sociaux dont les règles sont fixées par des milliardaires américains ou chinois qui nous conduisent à nous enfermer dans des bulles, mais qui conduisent aussi à une fragmentation. Alors qu'avant, la place publique, tout le monde s'y retrouvait. Désormais, l'espace public est fragmenté sur Internet. Et nos adversaires, voire même parfois nos ennemis, s'infiltrent dans notre espace public pour diffuser de la désinformation. Et la France est particulièrement visée ? Bien sûr, la France est particulièrement ciblée, notamment depuis le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, puisque la France a, en quelque sorte, elle présidait l'Union européenne à l'époque, a marqué dès le départ un soutien très résolu et très marqué à l'Ukraine. Alors comment ça se manifeste ? Eh bien ça se manifeste, a lieu aujourd'hui le procès des responsables des Marouches, dont on peut suspecter qu'ils ont été, diligentés, commandités par la Russie. Mais ce sont de très nombreuses opérations qui sont volontaires, qui sont coordonnées pour diffuser des informations manifestement inauthentiques aux fins de polariser le débat public, mais aussi, et plus simplement, et de manière plus grave, je le dirais, de fragiliser la démocratie. Nous avons réussi, peut-être parce que nous avions pris là aussi un petit peu plus d'avance que nos partenaires européens, à protéger nos scrutins électoraux qui ont été ciblés par des manœuvres de désinformation, mais vous avez vu ce qu'il s'est passé en Roumanie, où des élections ont été tellement manipulées qu'elles ont dû être annulées. Et on voit que nos processus démocratiques sont directement ciblés. Pour ce qui concerne l'Ukraine, LCI, la chaîne Info, alors là, c'est un festival d'ineptie, un festival de fake news, et des gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne connaissent rien à la géopolitique, rien à la chose militaire, rien à rien, qui font un discours alternatif, un narratif, qui ne correspond à aucune réalité. Je suis stupéfait, les bras m'en tombent. Moi, je ne suis pas ni pro-russe, ni pro-ukrainien, je suis français et que français. Je voyage, j'ai été grand reporter, j'ai été invité pour les 20 ans de RT, qui est peut-être la première chaîne mondiale, qui est devant Al Jazeera, devant CNN, en nombre de vues, qui est un truc assez phénoménal. Et je suis sidéré, encore une fois, par le traitement de la guerre en Ukraine en France. Je prends quelques exemples. J'ai vu, il y a 3 jours, Renaud Pilat, vous savez, un monsieur assez grand, qui devient tout rouge et qui est chauve, là, qui s'énerve tout seul, et qui nous explique, toute honte bue, sur le plateau de Pujadas, il prend son portable, il dit « La Russie va nous attaquer, regardez, moi je sais ». Alors il prend son Waze, il agrandit, il dit « Regardez, elle va passer par la Hongrie, elle va passer par l'Autriche, par l'Allemagne, par la Suisse, et après ils vont envahir la France ». Mais vous vous rendez compte, sur une chaîne d'information française, ce que ça signifie? Encore une fois, on peut critiquer Poutine, on peut critiquer la Russie, on peut dire, moi je suis pro-ukrainien, je suis pro-européen, je suis contre le fait que le Donbass soit russophone, etc. On peut dire ce qu'on veut, il faut l'étayer, il faut l'argumenter. J'ai entendu aussi un certain nombre de généraux, dont le nouveau chef d'état-major de l'armée française, qui était un bon pilote de chasse, mais qui n'a jamais dirigé, qui a été nommé général par Monsieur Macron. Il n'a jamais dirigé en tant que général. Bon, bah soit. Donc il renvoie l'ascenseur, et lui aussi vient nous expliquer que la Russie va attaquer peut-être dans 4 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être un jour. Et est-ce qu'il y a des éléments concrets pour ça? Aucun. Et quand on pousse tous ces gens dans leur retranchement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, mais vous avez des éléments? Moi, j'en ai poussé. J'ai dit, quoi? Il y a des mouvements de troupes? Ils vont venir comment? En char, à dos de drone, à dos de coléoptère, par la mer, juchés sur des missiles? Qu'est-ce que vous racontez? Vous faites des rapports, vous dites de 1 à 4. Ce monsieur, d'ailleurs, a créé 125 millions d'habitants en Europe parce qu'il disait l'Union européenne par rapport à la Russie, c'est 4 fois le PIB, c'est 4 fois la démographie, etc. Mais d'où il sort ça? Et il n'y a pas un journaliste qui lui dit mais monsieur, non,
C'est 450 millions, c'est pas 575 millions. Vous ne pouvez pas créer ex nihilo, ex abrupto, 125 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Et donc, vous avez Ala Poédi qui est venu ce week-end m'insulter sur les réseaux sociaux, qui traite tout le monde de noms d'oiseaux que je ne vais pas répéter ici parce que nous sommes des gens bien élevés et polis. Et donc, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est des discours alternatifs pour nous dire les Russes sont méchants, les Ukrainiens sont gentils, et de l'insulte, de la menace et de l'intimidation. Nous sommes tout à fait dans un discours alternatif. Alors vous le dites, je reviens de Moscou, je vais en dire deux mots. Je ne vais pas faire de politique et encore moins de politique politicienne, mais je voudrais dire ce que j'ai vu d'un point de vue économique et du point de vue de la résilience de tout un peuple, et notamment du peuple russe. On nous a dit que on entend ça depuis 3 ans, que la Russie, c'est rien, que c'est un pays du tiers-monde avec un PIB qui est inférieur à celui de l'Espagne. J'invite tout le monde à aller sur le site de la Commission européenne, même s'il est un peu arrangé en termes de statistiques, sur Statista, voir où en est la Russie. Mais quand vous débarquez à Moscou, vous êtes stupéfait. D'abord, c'est une ville gigantesque qui fait à peu près 5 fois Paris. Vous avez un parc automobile qui est incroyablement supérieur à celui de la France. Vous avez partout des Porsche, des Mercedes, des Aurus, qui est la marque de luxe russe, beaucoup de voitures chinoises aujourd'hui, des marques inconnues chez nous, d'un luxe absolu. Ça vit 24 heures sur 24. La plupart des restaurants sont ouverts toute la nuit. Vous pouvez faire vos courses à 2 heures du matin. Les gens sont accueillants et ils ont conscience d'être un peuple. Ils assument ce qu'ils sont. Après, on peut ne pas aimer ce qu'ils sont. Ils assument leur chrétienté. Ils assument le fait d'être. On peut être ce qu'on veut en Russie, mais au-dessus, c'est comme un peu à Rome. Au-dessus, il y a une espèce de citoyenneté qui réunit tout le monde. On est russe. C'est pas une histoire de couleur de peau, parce qu'il y a plusieurs ethnies, plusieurs fuseaux horaires dans un pays qui faisait 40 fois la France avec l'Union soviétique, qui fait 33 fois la France aujourd'hui, mais qui sait où il va, qui connaît l'histoire de France, qui adore Napoléon, qui parle, à Moscou, les gens parlent 4 ou 5 langues, beaucoup de gens parlent français, et encore, fait extraordinaire, ils ont encore de l'estime et de l'admiration pour les Français, et Dieu merci, ils font la part des choses entre ceux qui ne se prétendent nos dirigeants et le peuple. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est très préoccupant, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle souvent des milliardaires. Oui, il y a des milliardaires qui ont acheté des médias. Je suis bien placé pour en parler. Je connais comment ça fonctionne. Et les milliardaires, quand ils achètent un média, c'est pas des philanthropes. Ils perdent de l'argent à gros bouillon. Ça devient finalement un instrument, l'instrument privilégié. C'est du lobbying en fait. Donc ils disent du bien des gens avec lesquels ils peuvent avoir des contrats, parce que c'est du capitalisme de connivence. Quand vous êtes dans la téléphonie, les travaux publics, les médicaments, l'armée, la défense, etc. Et évidemment, ou le transport maritime, on comprend pourquoi vous achetez des médias. Ça, c'est pour le privé. Mais pour le public, c'est devenu la gabegie. Tout le service public est devenu macroniste, est devenu woke, est devenu européiste. Et malheur à vous, comme le disait Michel Goldstein, si vous dites quelque chose qui n'est pas dans la ligne, mais vous êtes, on ne va pas vous licencier, vous êtes dans un placard. Ce qui est le pire qu'on puisse faire à un homme, le pire qu'on puisse faire à un salarié, c'est de de lui donner un salaire et de le rendre inutile. C'est de le tuer socialement, c'est de le tuer professionnellement, moralement, et de le tuer tout court à petit feu. Voilà ce que sont devenus les médias. Quant à l'Arcom, l'ex-CSA, c'est une farce. C'est une farce. J'ai écrit 4 bouquins sur le sujet. Je peux vous dire, et personne ne me fera jamais de procès, de toute façon, il y a une commission d'enquête qui a dit la même chose que moi, et le Conseil d'État qui a dit la même chose que moi. Bon, de toute façon, après, les gens sont rétablis dans leurs droits, pas tout un système de prébande incroyable. Le CSA devenu Arcom, ce n'est qu'une extension de l'Élysée. Et mieux,
qu'une extension du cerveau du président de la République. Parce que ça n'existe pas, les nominations. Bien sûr, alors si vous devez reconduire une fréquence pour RFM à Tourcoing, vous n'allez pas déranger le président de la République. Mais pour toutes les nominations importantes, que ce soit à France Télévisions ou à Radio France, avec la copine de promotion de M. Macron, ou que ce soit pour retirer, interdire une chaîne de télévision, les décisions se prennent dans le bureau du président de la République. Hein. C'est un ancien président, un ancien conseiller du président Sarkozy qui me l'avait dit, l'ancien patron de la chaîne Histoire, qui est décédé aujourd'hui. J'avais dit, mais monsieur le conseiller, on me dit que certains sages du CSA ont des velléités d'indépendance. Il me dit, en riant, cher ami, quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA écoute et s'exécute. Donc nous sommes dans ce mélange absolu des genres en France. Les pouvoirs publics qui font semblant de nommer une autorité de régulation, qui régulent complètement à leur avantage les médias, et malheureusement, à quelques exceptions près rarissimes, comme toutes les exceptions, le privé va dans le sens toujours du pouvoir. Et c'est vrai que LCI, pour ce qui concerne l'Ukraine, c'est quelque chose de prodigieux. Je n'ai jamais vu ça. En plus d'un niveau, quand vous entendez Madame Poedi ou Monsieur Pila ou des généraux qui ne sont plus, travaillent plus pour l'armée, mais qui viennent courir le cacheton à la télévision pour raconter le discours ambiant, vous vous dites, parce qu'il y a des gens qui sont idiots, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de gens trop malheureux, il y a des gens qui sont idiots, ils sont limités, ben, ils jouent à la guerre. Donc c'est les mêmes qui vous ont parlé du Covid, ils vous parlent de fiscalité, et puis là ils sont devenus experts de Russie. Et puis demain ils seront experts de foot ou de JO. Mais ceux qui savent, les fabricants d'excuses, qui font ça pour gagner un plat de lentilles ou plus, parce que plus on ment, plus on gagne de l'argent. Ceux-là sont vraiment à blâmer. Et je pense que, oui, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France. Moi, je suis pour des procès publics équitables, mais quand tout sera balayé, il faudra que ces gens rendent des comptes, comme Madame Ernotte, parce que c'est notre argent. Je rappelle que alors le privé fait ce qu'il veut, hein, même s'ils ont des autorisations qu'ils ne devraient pas avoir. Parce qu'on dit, et pour finir, je ne veux pas être trop long, mais on dit le privé fait ce qu'il veut, c'est le privé. Non, 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 attention. C'est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État que l'État, par le biais, soi-disant, d'un concours, vous octroie une fréquence que vous devez exploiter de façon tout à fait rigoureuse à partir d'un cahier des charges extrêmement précis, rigoureux et détaillé. C'est pas on vous donne une chaîne de télé, une fréquence ou une fréquence de radio et vous faites ce que vous voulez. Il y a des cahiers des charges qui sont hyper stricts. Donc tout notre argent est dépensé pour faire la fête, hein, globalement. Je ne citerai pas les animateurs nombreux qui sont devenus multimillionnaires sur le dos des Français alors qu'ils auraient dû être embauchés par les chaînes qui ont leur société de prod et qui revendent 100 000 euros l'émission poète avec cotillon et sifflet. C'est un vrai scandale. C'est pour ça que la France s'écroule, c'est pour ça que la France sombre. Et je vous invite donc, chers amis, à vous brancher sur les médias alternatifs. Je ne dis pas que nous sommes la panacée, mais au moins la parole est libre et tous les points de vue sont les bienvenus et on peut discuter sans s'étriper. Voilà.